Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous nous voyez bien? Comme ça, on est sûr que le webinaire est lancé. Alors, c'est pas l'impression. Oui, Ah très oui, bien. Bon, il y a bah, un petit super. décalage. Merci, c'est parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petits soucis de connexion. J'ai cru comprendre qu'on a eu une des sessions d'avant. Donc voilà, n'hésitez pas, puis on essaiera de résoudre ça. Merci beaucoup de vous être connectés. On va passer un petit moment ensemble. Euh, on est ravis de parler avec vous de tous ces sujets, ces thèmes, ces idées qui, selon nous, sont des idées à retenir pour recruter des talents et les faire grandir. C'est un sujet qui nous est cher chez Welcome to Jungle. Peut-être juste en intro hein, pour se présenter. Je te laisse te présenter, Laetitia. Je m'appelle Laetitia Vito, moi je suis auteure et je travaille avec Welcome depuis plus d'un an et demi maintenant, au moins, sur tout le contenu à destination des RH et des managers. Et donc, on fait des e-books et des livres blancs sur les sujets de management. Et puis, on vient de publier un livre avec Jérémy qui s'appelle 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir, qui est sorti chez Vuibert. Et là, on va en donner que 10, mais c'est déjà un beau défi pour 45 minutes. Hein, Jérémy? Oui, alors c'est pour ça qu'on va essayer d'être efficace là-dessus, mais surtout en fait d'ouvrir un peu la discussion. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre au mieux. Et du coup, moi, Jérémy, j'ai cofondé Welcome to Jungle il y a 5 ans. Et ça fait longtemps qu'on voulait réfléchir à ça avec Laetitia, puis d'ailleurs, ça s'est transformé en livre. Parce que c'est vrai que nous, on avait le double prisme, déjà de se poser les questions en tant qu'entreprise qui traite ces sujets, de comment aussi peut-être se mettre au même endroit plein d'informations utiles et d'ailleurs qui représentent une sorte de futur souhaitable pour l'entreprise. Et là, de manière aussi plus humble, c'est qu'en fait, en faisant grandir une entreprise, aujourd'hui, on est 150 personnes chez Welcome. En fait, très souvent, on s'est dit, mais en fait, comment fait telle entreprise pour résoudre tel problème, comment on pourrait trouver des bonnes idées ailleurs que dans notre entourage pour permettre en fait d'atteindre le next step, la seconde étape. Et c'est ce qu'on a essayé de construire ici. On a retenu 4 thèmes intéressants sur le sujet justement du recrutement et du développement des talents, qui sont la marque employeur, le recrutement, l'environnement de travail et ensuite le développement. Voilà, et c'est ces sujets qu'on voulait partager avec vous. On va commencer par la marque employeur. Mais en plus, c'est un peu notre sujet chez Welcome to Jungle, c'est un peu notre sujet de prédilection. Deux sujets qu'on développe d'ailleurs souvent et dont on voulait parler rapidement aujourd'hui. Le premier, c'est en fait qu'est-ce que c'est la marque employeur et surtout à qui elle appartient. La marque employeur, souvent, en fait, on la définit comme la réputation de l'entreprise en tant qu'employeur, qui est un sujet très différent potentiellement d'ailleurs du produit qu'elle peut développer. Et ce qui est intéressant aussi, et d'ailleurs ce qu'on essaie de partager aux entreprises avec qui on travaille, c'est que c'est pas un sujet qui est uniquement dépendant de l'entreprise, c'est surtout en fait quelque chose qui appartient aux salariés et aux candidats. C'est la manière en fait dont les salariés perçoivent l'entreprise qui est le plus important par rapport à la capacité de l'entreprise de se vendre en tant qu'entreprise qui recrute. C'est un sujet clé puisque, d'ailleurs, on la partage souvent, une étude de Randstad il y a peu de temps qui expliquait qu'il y a 86% des salariés qui ne travailleraient pas ou qui resteraient dans une entreprise qui aurait une très mauvaise réputation auprès d'anciens collaborateurs ou du public en général. C'est un sujet donc un impact énorme sur l'attractivité de l'entreprise en tant que recruteur et même ensuite d'ailleurs quand la personne est dans l'entreprise pour sa capacité à rester motivée et à rester. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est important en fait d'en faire aussi une des responsabilités des équipes et de réussir à construire un message qui soit un message en fait lié aux collaborateurs, qui soit transparent, parce que pareil aussi dans ces sondages, ce qui est intéressant de voir, c'est que les candidats sont autant intéressés par connaître les arguments positifs des équipes que aussi les arguments négatifs.
Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, les arguments négatifs, ce n'est qu'un point de vue. Et donc, en tant que candidat, on est très intéressé à savoir, bah oui, cette personne trouve que ça, c'est négatif pour cette entreprise, mais ça se trouve pour moi, ça ne l'est pas, ou alors je suis complètement à l'aise avec cette équation. Et donc, c'est vrai que voilà, offrir une fenêtre aux équipes par différents d'ailleurs outils que ce soit au-delà de Welcome, il y a Glassdoor, enfin, il y a plein de plateformes qui le permet, avec un message d'ailleurs qui peut être d'ailleurs suivi par l'entreprise, mais en tout cas ouvert. Ça permet d'offrir en tout cas un essor à la marque employeur qui est très large et qui en plus apporte un discours de sincérité, ce que les gens demandent. Et d'ailleurs, c'était aussi un sondage qu'on avait fait chez Welcome l'année dernière. Ils demandent deux choses, des vrais gens et des postes réels et concrets. Et c'est ça ensuite qui les motive à rejoindre l'entreprise ou en tout cas à faire un choix éclairé et pas juste un choix où en fait ils tapent un peu large en essayant de voir ce qui tombe. Mais c'est pas uniquement d'ailleurs les salariés et d'ailleurs aussi les candidats qui peuvent avoir une influence forte. C'est aussi, et peut-être que d'ailleurs dans le contexte actuel, ça va être un sujet d'autant plus important, c'est peut-être aussi ceux qui partent. Et Laetitia aussi, d'ailleurs, je pense, a un avis sur le sujet. Oui, absolument. Merci, Jérémy. Donc, l'idée numéro 2 dont on voulait vous parler, elle concerne justement ceux qui partent. Ce qu'on appelle maintenant l'offboarding, hein, par opposition à l'onboarding. Le mot s'est imposé tout récemment. Ça fait seulement quelques années qu'on en parle un peu plus. Et c'est cette idée que, en fait, le salarié qui part, l'expérience qu'il fait au moment de son départ, en fait, elle est très importante aussi pour la marque employeur et elle est très importante pour l'ensemble du parcours du collaborateur du début à la fin, parce que une fois que cette personne est partie, c'est encore quelqu'un qui va pouvoir vous aider à recruter, c'est encore quelqu'un qui est un ambassadeur de votre marque, quelqu'un qui part mais reste dans l'écosystème, c'est-à-dire part rejoindre un client ou bien un fournisseur ou bien un partenaire en général. Certains de ceux qui partent aujourd'hui partent pour se mettre à leur compte, mais continuent de travailler d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit que les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, elles sont moins opaques qu'avant. Il y a une plus forte porosité. Et ça nous fait prendre conscience en tant qu'employeur que voilà, les dernières impressions dans cette expérience collaborateur, à savoir l'offboarding, ces dernières impressions, elles sont extrêmement importantes, elles sont cruciales. Donc, ce qui a été mesuré, c'est que, alors il y a pas mal d'études qui ont été faites, c'est que voilà, l'expression d'une reconnaissance et d'une gratitude dans ce moment-là est très importante dans l'impression qui est produite sur le collaborateur. Que quand on se contente d'avoir quelque chose qui est très légaliste et technique, parce que le départ, c'est rendre ses outils, c'est remplir des papiers, c'est tout un tas de processus qui sont évidemment très importants, mais on a tendance à réduire l'onboarding à ça, et en fait, c'est très déshumanisant parce que c'est vraiment très administratif et technique. Et cette impression de déshumanisation, en fait, elle est profondément négative et source d'anxiété aussi. Donc, tout ce qui peut permettre de mettre quelque chose de plus humain, et en particulier l'expression de la gratitude. Donc, voilà, on a été content de ce qui s'est fait, une espèce de moment un peu de bilan aussi, mais où on se concentre sur le positif parce que ça sert plus à rien de dire des choses négatives à ce stade-là. Ensuite, au moment du départ du collaborateur, c'est de l'aider en faisant tout ce qui est possible pour accompagner la suite de la carrière. Donc, c'est faire des introductions auprès des personnes de cet écosystème avec qui on travaille. C'est même coacher, accompagner. Et c'est pas évident parce que certains départs se font pas toujours de manière voulue du côté du manager. Et donc, il y a un peu d'ego qui joue. Et le fait d'aider quelqu'un dont on a l'impression qu'il ou elle vous a un peu trahi, c'est pas évident, mais pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel de le faire. La troisième chose importante au moment de l'offboarding pour l'entreprise, c'est de tirer toutes les leçons de chaque départ. Donc, c'est d'avoir un processus qui est, voilà, pourquoi ce départ, dans quelles conditions, quel dialogue on met en place avec ce collaborateur pour voilà, renforcer ce climat de confiance qui va rendre cette expérience beaucoup plus positive. Et puis, pour
faire des apprentissages pour les prochains, soit pour les éviter, soit éviter les départs, soit pour que les départs se passent mieux quand il y en a, et il y en aura toujours. Et puis enfin, et ça j'empiète un petit peu sur l'idée numéro 3, Jérémy, c'est évidemment de se saisir de toutes les occasions de garder le contact avec l'ancien collaborateur. Donc je t'ai amené la transition, Jérémy, pour l'idée numéro 3, qui est la manière de cultiver les réseaux d'alumni, les réseaux d'anciens de l'entreprise pour pouvoir mieux recruter par la suite. Oui, bien sûr, il y avait un sujet qu'on voulait évoquer là qui mériterait sa propre heure. Mais encore une fois, on essaie de balayer plusieurs sujets. Le thème clé, c'est le recrutement. En ce moment, on est peut-être un peu moins nombreux à recruter, mais c'est un thème clé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de comment continuer à recruter, aussi dans un contexte où d'ailleurs les budgets de recrutement peuvent être un peu plus serrés, et comment capitaliser sur nos forces. Et il y a un sujet qui est intéressant, comme le disait Laetitia, c'est vous développez au fur et à mesure de la vie d'entreprise tout un réseau de personnes, d'anciens, qui ont une valeur importante et qui, si bien entretenus, peuvent aussi être des gens qui vont parler de l'entreprise et créer et entretenir un vivier de candidats potentiels. Et donc ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on le vit déjà, ça existe avec les réseaux d'anciens d'école ou autres. Et donc, en fait, en miroir, on peut tout à fait créer ça pour une entreprise. C'est d'autant plus important et clé que, et ça se développe beaucoup en ce moment, de plus en plus d'employés qui ont passé un moment dans l'entreprise sont partis, peuvent revenir. On appelle ça d'ailleurs les employés boomerang qui reviennent. Je ne sais pas si le terme en tout cas est bien choisi, mais en tout cas il est assez clair. Et d'ailleurs même pour ceux qui seraient pas convaincus de l'importance de ça, il y a toujours des chiffres pour corroborer cette importance. Il y avait une étude de la Harvard Business Review qui parlait justement de ces anciens employés qui reviennent et qui constatait que ces personnes réembauchées sont 40% plus productifs les premiers mois et surtout ont tendance à rester beaucoup plus longtemps parce qu'en fait ils sont en capacité de comprendre à quel point cette entreprise peut les correspondre. Ils ont fait un choix une première fois, ils en ont fait un second et là ils ont refait, et donc clairement ça les permet de se positionner dans le temps. Donc cultiver ce réseau, c'est extrêmement important. Ça peut aussi répondre à le fait de trouver des candidats par d'autres biais et aussi à des coûts qui sont neutres ou très limités. C'est aussi d'ailleurs une question que se posent pas mal d'entreprises sur en fait, mais cultiver un réseau de sens, ça prend du temps et ça peut coûter cher. La réalité, c'est que non. En fait, oui, c'est un peu de temps à consacrer, mais c'est pas forcément qu'une question d'argent. Et d'ailleurs, un très bon exemple de ça, on parle d'une entreprise gigantesque et qui est arrivée à structurer les choses, c'est Procter & Gamble, qui en tout cas, en 2001, a créé ce réseau d'alumni. Aujourd'hui, il y a 40 000 membres dans ce réseau. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent Procter, apparemment, mais en tout cas, certainement beaucoup qui le rejoignent. Et en fait, cette association, elle est gérée par des bénévoles. Elle s'autofinance. Elle organise des événements qui permettent de collecter des fonds. Ils organisent des conférences, des soirées, des prestations exclusives pour les anciens membres de l'entreprise. Tout ça pour continuer à créer ce lien et d'ailleurs potentiellement amener d'autres personnes à connaître la marque. Donc c'est tout à fait possible de le réaliser avec ses propres moyens et puis surtout avec l'ambition qu'on souhaite y mettre. Et c'est un très bon relais avec un autre sujet d'ailleurs qui est clé, qui est la cooptation. Oui, la cooptation, c'est un sujet important. Alors, juste pour revenir sur la question tu as raison, ça peut être des bénévoles, etc. Mais souvent, c'est beaucoup de choses peut-être plus simples qui sont liées à de la production de contenu. Pour des plus petites entreprises, ça peut être vraiment une newsletter bien fichue dans laquelle on donne des nouvelles ou bien des contenus à haute valeur ajoutée pour pouvoir garder un lien avec les anciens. Et une newsletter, c'est aussi une des manières d'entretenir une communauté et puis de garder, d'être sûr qu'on a bien les bonnes coordonnées, qu'on reste en contact, etc. Et aussi des petits événements ou simplement un peu informels, on va aller boire un verre, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très nombreuses et qui peuvent être faites très très régulièrement, et c'est ça qui permet de justement faire levier de toutes les recommandations possibles que ces anciens et au même titre que ceux qui sont peuvent.
Et quelqu'un qui soit salarié en poste ou un ancien salarié qui connaît parfaitement l'entreprise, en fait, les recommandations qui sont faites par ces personnes sont infiniment plus efficaces que toutes les autres sources de recrutement possibles, parce qu'il y a naturellement un bon fit, une bonne adéquation entre la personne recommandée et l'entreprise, parce que la personne qui fait cette recommandation connaît vraiment parfaitement les besoins, la culture de l'entreprise, etc. Donc, on considère, il y a des études multiples sur le sujet, mais que la cooptation, ça aboutit à des recrutements qui sont 50% plus efficaces. Chez certaines entreprises, c'est vraiment l'essentiel des recrutements qui se font de cette manière-là, par la cooptation. Et donc, beaucoup se disent, voilà, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Quelle plateforme on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut créer des systèmes d'incitation pour avoir plus de cooptation? Et tout ça, c'est très bien. Il y a juste un problème, moi, qui me gêne beaucoup avec la cooptation, c'est que la cooptation est un frein à la diversité. La cooptation aboutit à ce phénomène de l'armée de clones, où vous allez avoir, et c'est très vrai dans la tech, un ingénieur star qui va recommander un autre ingénieur homme blanc star, et vous avez comme ça après des groupes entiers qui sont très soudés, qui se connaissent bien, qui parfois ont des liens d'amitié, et qui sont beaucoup plus fermés vis-à-vis de personnes différentes, parce que on n'a pas naturellement tendance à coopter des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est que le moyen le plus efficace de recruter, c'est celui qui vous empêche le plus d'augmenter la diversité de vos équipes. Et c'est particulièrement vrai dans les entreprises tech, notamment dans la Silicon Valley, où on n'arrive pas à faire ça. Et depuis quelques années, il y a une vraie prise de conscience sur les limites de la cooptation de ce point de vue-là. Et en cette année 2020, de tous les changements et de toutes les crises, et avec tous les mouvements qu'il y a eu autour de George Floyd, etc., de la mort de George Floyd, on a une mouvement de prise de conscience dans les entreprises sur mais comment est-ce que je vais faire pour dans mon entreprise. Et ce qui marche aux États-Unis, c'est plus compliqué en France parce qu'aux États-Unis, on a des manières de mesurer la diversité ethnique, la couleur de peau, etc., les origines. Là où en France, on a uniquement des indicateurs sur les hommes et les femmes. Donc déjà, c'est pas mal d'avoir des indicateurs sur les hommes et les femmes, mais on est très limité dans ce qu'on peut faire. En tout cas, il existe des moyens de faire en sorte que la cooptation ne soit pas un frein à la diversité. Et il y a deux entreprises en particulier qui ont mis en place des choses intéressantes. C'est Intel, qui aux États-Unis, il y a quelques années, comme toutes les entreprises de la tech, il n'y avait aucune diversité homme-femme. Enfin, je veux dire, c'était un pourcentage de femmes qui était très, très faible. Et ils avaient beaucoup de mal à se diversifier. Et depuis 5, 6, je crois que ça a commencé peut-être même en 2014, 6 ou 7 ans, ils ont mis en place tout un tas de mécanismes incitatifs pour pousser les gens qui font des recommandations. Alors, toute cooptation donne lieu à une prime, et les primes sont beaucoup plus importantes quand on coopte quelqu'un qui est différent de soi-même. Et donc, les objectifs étaient chiffrés, étaient partagés par toute l'équipe. C'était, on veut arriver à tel pourcent de femmes, on veut avoir des Afro-Américains, on veut avoir plus de Latinos, etc. Donc, chose qui est possible aux États-Unis. Et du coup, avec cette astuce de système incitatifs différents, ils ont en fait embarqué tout le monde dans les mêmes objectifs qui étaient partagés, et ils en ont fait un objectif d'équipe et d'entreprise. Ils ont réussi en quelques années à vraiment radicalement améliorer notamment la présence des femmes à tous les échelons de l'organisation. Donc, c'est vraiment une des entreprises de la tech qui est bonne élève en matière de diversité déjà de genre. Et puis sur les origines ethniques aussi, ils ont fait énormément de progrès sur le sujet. Et puis l'autre entreprise qui a fait des choses dans ce domaine, c'est Pinterest. Là, pareil, ils ont mis en place un système de cooptation où il y avait, en gros, on poussait les collaborateurs à recommander des personnes différentes d'eux-mêmes. Et ça a marché aussi très, très bien. Donc, en fait, le fait d'avoir des objectifs et des objectifs partagés, ça a vraiment bien fonctionné, et les chiffres l'ont montré. Jérémy, je te laisse la parole pour passer à… J'en profite parce qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je t'en pose une. Je vais faire le relais avant de parler d'un autre thème sur le recrutement. Est-ce que c'est les sujets qu'on a traités, du coup,
les réseaux d'anciens, le sujet de cooptation, et puis là l'exemple des employés qui reviennent. Est-ce que ce ne sont pas aussi des solutions viables pour anticiper ce qui va arriver peut-être dans les prochains mois, c'est-à-dire des vagues de licenciements ou une situation un peu plus difficile? Oui, grande question. C'est sûr que, ouais, c'est sûr qu'avec la crise, on va avoir la question de l'offboarding et la question des réseaux d'anciens qui se posent de manière plus criante, mais avec un contexte de crise économique particulière. Ça a à la fois l'avantage qui est que quand vous faites un plan de licenciement pour raison économique, tout le monde le comprend et finalement on peut partir en très bons termes et garder les liens avec les anciens dont on s'est séparés, contraints et forcés. Et puis l'inconvénient, c'est que souvent c'est beaucoup de monde et puis c'est dans un contexte dans un contexte particulièrement anxiogène qui est pas naturellement propice à la confiance. Donc c'est compliqué. On sait que les objectifs, par exemple, de diversité, etc., tout ça en général, ça passe un peu à la trappe en période de crise parce qu'on a d'autres chats à fouetter et c'est évidemment très 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 dommage. Donc il faut essayer d'anticiper la suite et de garder l'œil garder le cap et de garder le regard porté sur un horizon un peu plus loin, au-delà de la crise économique. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce point-là, puis après on va parler d'autres sujets, mais une innovation qu'on avait trouvée assez intéressante sur ce sujet de diversité dans le recrutement, et certains produits maintenant le font, c'est d'arriver en fait à comprendre quand vous écrivez une offre d'emploi, si cette offre elle-même, avec les mots qu'elle utilise, crée un biais. Je vous donne un exemple qui est très connu, c'est à une époque, quand vous recrutiez des développeurs web, il y avait une tendance à mettre des mots un peu exotiques, type ninja ou autre. Et en fait, on s'apercevait que mettre ce genre de mots, ça crée un déficit de 30% de recrutement de femmes pour le poste en question. Et donc, il y a une entreprise notamment aux États-Unis qui s'appelle Textio, qui a créé une solution très transformante en fait, qui permet d'analyser les mots utilisés, la sémantique utilisée dans les annonces, et en fait d'accompagner les entreprises pour vraiment faire retravailler ces annonces et pour ouvrir un peu le champ des possibles. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois, en fait, la clé de ça, elle arrive aussi même au début et dès l'annonce. Et en fait, on crée des biais qui sont malheureusement pas forcément perçus, ne serait-ce que par nous-mêmes, quand on a l'habitude en fait d'écrire des annonces qu'on les a toujours écrites. Un autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, qui est un sujet où finalement l'innovation va sûrement arriver dans les prochains mois, parce que tout a été chamboulé, c'est l'environnement de travail. Je pense qu'il y a 4 mois, pour nous, l'environnement de travail, d'ailleurs, c'était des bureaux entre 4 murs plus ou moins agréables. Tout ça a un peu changé. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a écrit ça il y a longtemps, notamment par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir une entreprise sans bureau, sans espace physique? On a sûrement des éléments de réponse en ce moment, mais de se poser la question comment tout ça peut être traité. Et une idée aussi importante qu'on souhaitait partager et qui a peut-être encore plus d'importance aujourd'hui, c'est dans un moment où en fait on utilise plein d'outils plus ou moins d'ailleurs compliqués pour communiquer entre nous, pour maintenir une culture d'entreprise et surtout pas pour maintenir notre productivité. Est-ce que tout ça ne peut pas avoir des effets de bord néfastes et comment les contrer? Et là, donc, de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, et notamment là depuis les dernières semaines, réfléchissent à un concept qu'on n'aurait jamais imaginé avant, qui est comment créer un peu de détox digital dans un moment où en fait on est tous amenés à en faire beaucoup plus et à utiliser beaucoup plus d'outils. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 7 heures de Zoom, donc je vous avoue que c'était un peu long. Aujourd'hui, il y a une sursollicitation en fait d'attention dans les équipes. Beaucoup de gens qui estiment que, en fait, ils perdent énormément de temps dans leur travail, faute de pouvoir retrouver les informations importantes qui leur permettent de faire ce qu'ils doivent faire. Au début, on se dit, mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas les infos. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont l'info, mais ils en reçoivent tellement que c'est extrêmement difficile de faire le tri.
Et cette surcharge d'informations, d'ailleurs, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Adam Casley qui a appelé ça la crise de la cognition. C'est le problème en fait d'utiliser tellement d'outils, de recevoir tellement d'infos, d'être surchargé de tellement de choses qu'à la fin en fait vous savez plus trop donner de la tête. Et d'ailleurs c'est nocif à la fois pour votre productivité et ensuite pour votre manière de travailler et votre capacité en plus à prioriser et à faire les bons choix. Et donc là-dessus il y a plein d'initiatives, d'essais qui sont faits en entreprise. Là l'idée c'est pas d'ailleurs de dire si certains sont mieux que d'autres, mais plus pour vous le partager. Donc, par exemple, il y a des entreprises, par exemple, en Allemagne, il y a Volkswagen qui a décidé de bloquer des emails qui arrivaient en dehors des heures de boulot pour ceux qui le souhaitaient, et donc ils pouvaient les recevoir ensuite. Il y a même en fait d'autres entreprises qui décident que si les personnes sont en vacances, en fait, de pas avoir, vous savez, ce fameux mail je ne suis pas là, mais en cas d'urgence, je sais pas quoi. En fait, juste de dire, en fait, ces emails, en fait, n'arrivent pas. Point. Et d'ailleurs, comme ça, quand vous revenez entre nous, vous n'avez pas cette avalanche de 800 mails qui vous attend, mais juste en fait d'acter le principe que, en fait, on n'est pas là. Et c'est pas pour autant d'ailleurs que les choses doivent s'arrêter. Et après aussi d'autres. Tout tourne beaucoup d'ailleurs autour des emails et de la communication. Et d'ailleurs, c'est pas que ça. C'est aussi d'ailleurs la possibilité de couper certains outils de messagerie instantanée ou autres à certains moments pour faire en sorte, encore une fois, que les personnes n'aient pas aussi ce stress et cette culpabilité de ne pas être présent et de voir les choses s'accumuler. Et enfin aussi d'apposer des rituels, en tout cas de proposer des rituels aux équipes pour faire en sorte qu'ils puissent se retrouver sur d'autres sujets et sur des moments en fait où c'est pas nécessairement des moments où la productivité est l'enjeu essentiel. On voit par exemple plein d'entreprises qui souhaitent créer des moments hors écran pour des réunions, mais aussi pour des moments de méditation et autres. Enfin, ça c'est selon le choix de chacun et qui s'avère en fait avoir un impact fondamental pour l'entreprise au niveau du bien-être des équipes. Au niveau de cet équilibre dont on parlait et cette surcharge d'informations, et même aussi, in fine, en fait, sur un sujet de productivité. Et pour finir là-dessus, et notamment pour les moments d'équipe, un sujet qui est intéressant, c'est de voir que, en particulier avec ce qui ressort de la crise, le principal en fait élément de démotivation des équipes, nous c'est par exemple un constat qu'on a fait chez Welcome parce que depuis 1 an et demi, et ça d'ailleurs c'est peut-être une idée aussi à partager mais qui figurait pas aujourd'hui, c'est depuis 1 an et demi on a décidé de faire suivre la boîte par un cabinet de conseil et par des chercheurs et notamment neuroscientifiques. Ça nous apporte énormément de valeur pour comprendre en fait comment la boîte évolue. Et ce qu'on a vu c'est en fait pendant le confinement, une des choses qui influe le plus sur le moral des équipes, c'est la perte progressive de lien social. Et on voit aussi que de créer du lien social à des moments qui n'ont pas pour but premier la productivité ou en tout cas une conséquence importante pour l'entreprise, c'est-à-dire un compte rendu, enfin une action, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et ça pose aussi d'ailleurs la question de, en fait, dans la gestion de ces équipes, là on parle aussi beaucoup à distance, en fait, comment on peut gérer ça au mieux. Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans la question de la détox, il y a aussi une question de management qui est derrière, et c'est ça dont j'aimerais parler, c'est l'idée numéro 6, c'est l'idée que le management, par rapport à cette crise de la cognition, de cette infobésité, il doit se faire ménagement, et qu'on doit prendre soin tout particulièrement de ces employés à distance, avec beaucoup plus d'empathie qu'on ne le fait en présentiel. Et ça veut dire un certain nombre de choses, ça veut dire que en fait, la culture de l'écrit devient absolument prééminente quand on est à distance et qu'un certain nombre des choses qui, normalement, vont sans dire quand on partage un même bureau, c'est un sourire, c'est une tape sur l'épaule, c'est un petit café qu'on boit ensemble, un clin d'œil, voilà, toutes ces choses du langage corporel qui sont extrêmement importante, hein, tous les éléments même du toucher en fait, hein, de simplement avoir des contacts physiques les uns avec les autres, tout ça se perd et donc à distance il y a non seulement le problème de l'infobésité, la surcharge cognitive, mais il y a en plus des problèmes d'anxiété, des problèmes voilà, de sentiments presque
de schizophrénie. Hein. Quand on est à distance, on peut avoir l'impression qu'on vous veut du mal alors qu'on vous veut aucun mal. On peut se mettre à interpréter la non-réponse pendant 3 heures à un message qu'on a envoyé et se dire est-ce que mon travail ne plaît pas? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'on n'est pas content de moi? Donc, on se pose énormément de questions. Et donc, du côté du manager, ce que ça veut dire de ménager avec plus d'empathie les collaborateurs à distance, c'est que ce qui va sans dire, normalement, doit être dit. Donc, c'est faire des feedbacks écrits plus positifs qu'on le fait habituellement, parce que tout ce qui est positif dans le langage corporel ne peut pas passer à l'écrit, donc il faut écrire de manière plus positive qu'on ne le fait d'habitude. C'est évidemment donner beaucoup de place à des rituels informels pour pouvoir rassurer, créer ce lien, recréer ce qui se passe autour de la machine à café. C'est tout un tas de choses qu'on a vu se passer sur Zoom au moment du confinement. Beaucoup d'équipes se sont emparées de ce sujet pour inventer des trucs par eux-mêmes avec une espèce d'explosion de créativité et où finalement tout le monde face aux contraintes extrêmes du confinement, on fait preuve de beaucoup de créativité. Et il s'agit en fait maintenant de garder un certain nombre de ces choses-là parce que même dans une situation hybride où vous avez une partie de l'équipe au bureau et une partie de l'équipe à distance, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se sentent complètement délaissés, qui n'aient pas accès à l'information, qui n'aient pas accès à ce qui se passe, qui n'aient pas les mêmes possibilités d'avoir des promotions, de participer à ces jeux sociaux et informels. Donc, c'est très important de créer des nouveaux rituels et des nouveaux processus qui permettent d'inclure et de mettre à égalité les gens à distance et les gens en présentiel quand on a cette situation hybride. Ça veut dire aussi donner plus d'importance à tout ce qui est contraintes des individus, ou plutôt ménager les contraintes des uns et les autres. Parce que le confinement nous a bien montré que la vie du foyer et la vie de l'entreprise, en fait, sont très, très liées. Et que pour les parents, et notamment les parents de jeunes enfants, en fait, ça fait partie du quotidien et qu'on est bien obligé d'intégrer ces contraintes-là si on veut être plus productif au travail. Pour certains, ça veut dire qu'on va travailler un peu plus en horaire décalé. Ça veut dire que, du coup, il faut que le moyen de travail dominant, ça soit un moyen de travail asynchrone, où on n'est pas tous connectés en même temps, où on passe pas 7 heures sur Zoom. Et en même temps, Jérémy était CEO, donc c'est un petit peu inévitable, j'imagine, mais pour beaucoup, l'idée, c'est d'essayer d'avoir moins de ça et plus de travail qui se fait de manière asynchrone pour pouvoir aménager davantage ces contraintes personnelles et familiales. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage du côté des entreprises qui n'avaient pas de bureau déjà avant le confinement et qui ont écrit sur le sujet, comme les auteurs de Basecamp, qui expliquent qu'en fait, on apprend à travailler sur des fuseaux horaires différents et qu'il faut il faut s'imposer en tant que manager un certain nombre de contraintes. Par exemple, si vous écrivez, des mails à 23h30 parce que ça vous arrange, il faut que, en fait, ces mails ne soient pas reçus de l'autre côté à 23h30. Les deux, et qui soient envoyés sur des horaires de bureau, par exemple, entre 8h30 et 18h. Ça, c'est un exemple d'une des choses qui peut être faite pour ménager un peu plus ses collaborateurs et éviter de leur faire porter vos choix de flexibilité en leur imposant des nouvelles contraintes, en fait, pour pas que ce soit cette espèce de connexion permanente. Voilà, donc pour résumer, l'idée numéro 6, c'est ménager les collaborateurs à distance avec plus d'empathie. Et du coup, l'idée suivante est assez proche, Jérémy, puisqu'il s'agit de la question du burn-out, dont on a aussi beaucoup, on en a vu beaucoup pendant la période du confinement. Oui, et d'ailleurs, il y avait une question de Catherine sur est-ce que les managers sont formés pour répondre à ces questions et accompagner les gens là-dessus. Après, c'est peut-être une réponse personnelle, mais je dirais que la quasi-totalité du temps, non. Parce que eux-mêmes d'ailleurs vivent cette situation et sans trop savoir y répondre. Et ce qu'on a vu là ces derniers temps, c'est en fait de renverser un peu le sujet et de dire en fait si les managers n'ont pas forcément la solution, parce que d'ailleurs en fait eux-mêmes la cherchent, est-ce qu'en fait on pourrait pas renverser et créer des groupes de travail qui soient gérés par les salariés eux-mêmes, qui eux parfois peuvent l'avoir. Je vous donne un exemple concret qui a très bien fonctionné chez Welcome. Nous, on avait 20% d'entreprises qui, avant en fait la crise du Covid, étaient déjà en
en télétravail à 100%. N'était pas à Paris ou dans un bureau. Et donc, en fait, quand on s'est posé cette question-là, en fait, on a laissé les gens, en fait, qui savent très bien ce sujet parce qu'ils le vivent au quotidien, s'emparer du sujet pour l'entreprise et, en fait, organiser des groupes de travail, des réflexions pour aider ceux qui, en fait, découvraient ça pour le vivre au mieux. On a d'ailleurs même maintenant, ils ont créé une sorte de petite formation, un process pour aider ceux qui veulent passer, en fait, de la vie de bureau qu'on avait avant à la suite, et c'est-à-dire une vie en télétravail à 100%. Et en fait, on voit deux choses. C'est la première, c'est en fait, c'est peut-être arrêter de toujours en fait penser que le manager il doit être responsable de tous les sujets, parce que bon, en fait, c'est difficile. Puis parfois d'ailleurs, on n'a juste pas d'expérience. Et l'autre point, c'est aussi de dire en fait, on a des gens dans nos boîtes qui ont cette expérience, qui se sentent extrêmement valorisés de le faire parce qu'ils apportent quelque chose de très concret à l'entreprise. Et d'ailleurs, parfois, c'est aussi l'occasion de remotiver certains sur d'autres sujets, encore une fois, que purement des sujets de productivité sur leur métier. Et nous, en fait, on a vu en plus que, en fait, d'accompagner des membres des équipes par d'autres membres, ça crée quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus sincère, parce qu'après, derrière, il y a zéro sujet de, en fait, on te pousse à faire ça, ou il y a un agenda caché. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et on voit d'ailleurs de plus en plus d'entreprises qui se disent, en fait, l'idée, c'est pas tant que nous, on est toujours la réponse à la question et qu'il y ait une approche top-down, mais c'est qu'en fait, là-dessus, on peut tout à fait trouver la réponse. Elle existe déjà. Et en plus, vous avez des personnes très engagées et c'est l'occasion aussi de mettre ça à profit. Et c'est d'ailleurs le sujet aussi sur ça, c'est parfois les plus engagés, ce sont ceux qui sont les plus à risque. Et donc aussi une grande question, notamment qu'on se pose en ce moment, c'est il y a des personnes extrêmement engagées dans l'entreprise, qui d'ailleurs parfois voient que l'entreprise va mal et du coup redoublent d'efforts et d'intensité pour l'aider à s'en sortir. Et parfois en fait on n'accorde pas suffisamment d'intérêt et d'attention à ces gens-là. Bon, je dis, parfois on se dit, il y a des gens qui fonctionnent extrêmement bien, donc tant mieux. On y consacre moins de temps qu'à d'autres parce qu'on a l'impression qu'ils en ont moins besoin. C'est certainement l'inverse. Et on voit en fait que c'est souvent statistiquement les plus engagés dans l'entreprise qui sont les plus à même de vivre une situation de stress intense et de burn-out. Il y a même, on est parti, on a quitté la France pour s'intéresser à ce sujet et aller, je pense, dans le pays qui symbolise le mieux ça, qui est le Japon. Donc, par exemple, au Japon, ça fait 30 ans qu'ils ont mis même un terme sur ce sujet qui est le karoshi, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs très gai, hein, c'est littéralement la mort par excès de travail. Donc, c'est assez concret et souvent l'étude qui est menée à ça, c'est que sur les personnes qui sont les plus engagées au travail, il y a une personne sur 5 dans cette catégorie qui va en fait vivre un moment de stress intense et de burn-out. Donc le sujet est clé. Donc la grande question, c'est comment en fait faire en sorte que ces personnes évitent ces situations. Et donc là en fait, c'est une question qui est assez ouverte. On voit que les innovations sur ce sujet sont peut-être pas nécessairement d'ailleurs des innovations qu'on a envie de garder. Les bonnes idées sont encore assez rares. Pour l'instant, le marché va vraiment vers en fait des outils d'intelligence artificielle, en tout cas de tracking de vos comportements, est-ce qu'elles sont respectueuses ensuite de vos données personnelles ou autres? C'est compliqué. Un exemple frappant, par exemple, c'était le groupe japonais Hitachi qui a mis en place un outil qui permet de détecter les risques de burn-out et donc de, entre guillemets, booster la performance des salariés pour leur permettre d'être heureux. Donc, c'est quand même tout un programme, hein, c'est le terme exact. Donc, ça permet en fait de traquer les mouvements corporels des personnes, de traquer ce qu'ils font sur leur smartphone, de traquer ce qu'ils font en fait globalement d'ailleurs dès qu'ils sont au travail, avec une volonté saine qui est, c'est vrai, de prévenir les gens s'il y a un risque après d'épuisement, mais en même temps un sujet de contrôle qui est clair. Donc c'est un sujet qui est très ouvert, qui tend aujourd'hui vers en fait de suivre presque, on a envie de dire, d'un peu trop près les équipes. Mais la question, c'est comment en fait on peut trouver une solution là-dessus. Et d'ailleurs, on est très preneur si vous avez des bonnes pratiques sur ce sujet, de
de les partager. Ces sujets, c'est très lié au développement des talents et de voir en fait comment on peut accompagner les gens à grandir dans l'entreprise, parce que on a bien sûr les sujets de recrutement et d'intégration dans l'entreprise, mais le sujet c'est comment en fait aider ces personnes à grandir. Nous, ce qu'on voit par exemple chez Welcome, le sujet numéro un qui revient quand on sonde les salariés, on a fait des sondages tous les ans. Le critère numéro un qui nous est remonté, des gens qui disent je reste dans l'entreprise parce que tout le monde dit je reste dans l'entreprise parce que en fait j'ai le sentiment que je continue de grandir. C'est plus important que l'évolution de salaire, même si c'est un sujet évidemment clé. C'est vraiment je reste parce que je grandis. Et donc une grande question aussi qu'on se pose, c'est comment en fait on peut permettre ça et de créer en fait ce développement personnel et l'apprentissage. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a en fait quatre parties. On a prévu 4 parties dans ce talk et on aurait quand même dû faire une petite image avec le plan. Hein. La première chose, c'était la marque employeur. La deuxième, le recrutement. La troisième, l'environnement de travail. Et la quatrième, où on est maintenant, la question du développement des talents. Avec cette conviction derrière qu'en fait, tout ça, c'est lié. On peut pas isoler la QVT et la RSE de la question de la marque employeur et des questions RH très profondes parce que voilà, tout ça c'est brouillé et la transition numérique accélérée qu'on a vécue pendant le Covid rend tout cela encore plus vrai et encore plus pertinent, le fait que les barrières sont tombées. Et donc l'accompagnement et en particulier le développement du talent, c'est essentiel et ça c'est l'idée numéro 8, c'est que en fait, pour un collaborateur, le fait d'apprendre et de continuer à apprendre, c'est l'une des raisons principales pour laquelle on veut rester. Et c'est aussi une des raisons principales quand on n'apprend pas, pour laquelle on a envie de partir. Ça, c'est l'impression de stagner. Et plus on est voilà, sur des métiers hautement qualifiés, plus c'est vrai, plus on est à Paris ou dans le monde de la tech, plus c'est vrai. Donc évidemment, c'est toujours plus ou moins vrai. Mais cette idée de la culture de l'apprentissage, c'est quelque chose de vraiment fondamental et profond. Et on peut se demander finalement qu'est-ce qui fait une culture de l'apprentissage. C'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de pratiques, de processus qui vont stimuler, encourager l'apprentissage de connaissances et de compétences. Et en fait, c'est beaucoup de choses très différentes. C'est à la fois l'acceptation et même la valorisation de l'échec. Par exemple, un manager qui, dans toutes les réunions, va montrer l'exemple en posant les questions entre guillemets, les plus bêtes. Hein. C'est-à-dire, vous faites, qu'est-ce que c'est ça poser des questions sur que veut dire ce sigle. Voilà, ne pas hésiter à toujours poser les questions et les valoriser. Et puis raconter ses échecs sans chercher à faire porter de la culpabilité sur l'échec de quelque chose. C'est vraiment là aussi par l'exemple que ça se fait beaucoup. Le deuxième élément dans la culture de l'apprentissage, c'est évidemment l'organisation du travail elle-même. Plus vous allez être libre et autonome dans votre manière de travailler, plus c'est facile de continuer à apprendre et d'enrichir son travail avec des nouvelles compétences. La troisième chose, c'est l'apprentissage entre pairs, notamment, un petit exemple, c'est l'école qui a mis en place Etsy, la plateforme Etsy, pour que les individus les uns avec les autres s'enseignent des choses de leur passion, de ce qu'ils savent faire, etc. Et là aussi, pendant le confinement, on a vu beaucoup de gens faire des choses comme ça, des Zooms où entre collègues, on s'apprenait des choses. Et enfin, il y a cette idée de faire ce que Pixar, les studios Pixar, mais aussi la plateforme Etsy appellent les réunions post-mortem. Les réunions post-mortem sans recherche de coupable. C'est-à-dire que vous allez faire de manière extrêmement méthodique et rigoureuse un bilan de chaque projet, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé et pourquoi, mais en recherchant des causes et pas des coupables. Et en fait, les apprentissages qui se font après chaque projet de manière très systématique sont extrêmement importants pour nourrir une culture d'apprentissage. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a la formation, les micro-formations, les plateformes que vous mettez en place, mais tout ça, c'est des choses qui sont plus évidentes, alors qu'en fait, la culture de l'apprentissage c'est peut-être plus profond que simplement l'ensemble des ressources en termes de formation que vous mettez à disposition des collaborateurs. Jérémy, on est un petit peu pris par le temps, il faut qu'on fasse l'idée numéro... Alors ça, c'était l'idée numéro 8, l'idée numéro 9 et l'idée numéro 10 en très peu de temps. Non, oui, on nous a dit qu'il nous restait que 1 minute, donc ça, c'est un peu court. En tout cas, je rebondis aussi sur une personne qui parlait de mobilité interne, le développement des talents. C'est un sujet clé. C'est un sujet, le 9e qu'on voulait aborder, mais peut-être un peu différemment.
c'est vrai qu'en fait, naturellement, on pense que la mobilité, c'est vers le haut et vers le management. Et nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, peut-être que une autre idée que devrait développer l'entreprise, c'est la mobilité horizontale. On est dans un environnement où, en fait, de plus en plus, déjà, les entreprises demandent de la polyvalence. Et même nous, en fait, nous-mêmes, on peut être intéressé par un métier à un moment donné et par un autre à un instant T. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et donc, de favoriser un environnement où la mobilité horizontale, elle est aussi valorisée que la mobilité vers du management. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Surtout que ce qu'on voit aussi dans beaucoup d'organisations, c'est que la mauvaise réputation qui est liée au management, ça vient du fait que l'octroi de ces responsabilités managériales, ça vient d'une promotion et de la rétribution de services rendus qui, d'ailleurs, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec votre propre capacité à manager des équipes. Et donc, on voit que les entreprises qui favorisent cette mobilité horizontale et qui la valorisent, c'est un énorme impact sur la rétention des équipes. Ça permet en plus beaucoup de vertus, c'est d'ailleurs de mieux comprendre l'entreprise dans son ensemble et créer de la polyvalence. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les entreprises qui, vous savez, favorisent la rotation systématique des postes. Il y a plein d'entreprises, notamment pour les plus jeunes, qui disent, bah voilà, sur les 2 premières années, vous allez passer du temps, par exemple, en usine, au siège, dans des fonctions commerciales, à l'étranger si c'est possible, des gradués de programme ou autres. Et d'ailleurs, des entreprises qui généralisent ça, pas forcément que pour les plus jeunes, mais à l'ensemble de leurs salariés. Et on voit que c'est un impact énorme parce que ça accroît déjà la capacité d'innovation des équipes. Parce qu'en fait, vous avez un peu la big picture et vous pouvez voir comment l'entreprise fonctionne. Et c'est vrai que bah, du coup, de ne pas avoir juste un petit bout de la lorgnette, ça vous donne énormément de valeur. Ça révèle aussi des talents cachés. On est quand même très nombreux à s'être dit, bah, ce métier, c'est vrai que je pense pas être bon. Et en fait, quand vous le faites, bah, vous avez une révélation. Ça permet de créer cette sérendipité qui a beaucoup de valeur, en tout cas auquel moi je crois profondément. Et surtout, ça permet aux gens de plus se développer et de mieux se connaître. Et ça favorise aussi d'éviter soit de l'autocomplaisance dans son poste ou soit une situation d'ennui où on a l'impression de faire tout le temps la même chose. Donc ce sujet de mobilité horizontale, ça nous paraît, peut-être que d'ailleurs ça paraît évident pour tous, mais c'est vrai qu'on trouvait que c'est une idée qui est trop peu valorisée dans l'entreprise et qui mériterait d'avoir toute sa place. Du coup, on n'a plus le temps pour l'idée numéro 10, qui était un petit peu dans le même esprit, cette idée de la mobilité des âges et de la diversité des âges dans une société qui vieillit et où on a de plus en plus des cas de figure de gens qui démarrent une nouvelle carrière à un âge plus avancé. Et tout à l'heure, il y a un participant qui a parlé de mentorat inversé. Moi, j'aime bien parler de mentorat transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on s'apprend les uns les autres dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment une idée à développer beaucoup plus dans la période à venir. Donc, on conclut là-dessus en vous renvoyant vers notre livre dans lequel on détaille beaucoup plus toutes ces idées-là autour de ces 4 grandes parties. Et donc, on n'a pas prévu de support parce qu'il faudrait simplement copier le livre, ce qu'on n'a d'ailleurs pas le droit de faire puisque le livre appartient à Vuibert maintenant. Mais donc, on vous envoie vers ça. Et le site de Welcome to the Jungle dans lequel vous avez accès à un certain nombre des articles qui traitent des sujets qu'on a évoqués avec Jérémy. Et donc, pour aller plus loin, on peut vous mettre peut-être les liens dans le chat de certains articles. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.